est-ce qu'il est mon petit florilège? Attends. J'ai mon... Ah, c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Alors d'abord, je suis pas dans mon bureau, c'est une salle d'intérim en attendant qu'on ait notre vrai bureau parce qu'on va être réaffecté dans les bureaux à l'Assemblée nationale. Je termine ma semaine parisienne. Je me suis réveillé à 4h du matin parce que j'avais ma liste de tâches qui me trottait à l'esprit, ma question écrite sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Je vais vous en parler. Les exposés des motifs à faire pour les amendements, ça commence à tourner. Donc voilà, je suis crevé. Et les journées parisiennes, ça me tue. Petit florilège. Nous allons prendre nos responsabilités. Ensemble, nous répondrons à la demande d'action. D'abord, il ne faut pas que je le dise comme ça parce qu'il y a trop de tonus là-dedans presque, non ? Ensemble, nous répondrons à l'exigence, nous répondrons présent, nous répondrons à l'abstention, bâtir ensemble une France plus forte, des forces qui bâtissent ensemble, progrès à réaliser, écoute, action, résultat, bâtir pour notre pays, projet par projet, au service des Français, concertation dense, esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture, réfléchir collectivement à l'avenir, commission transpartisane, bâtir ensemble, des convergences émergeront, des nouvelles solutions, tracer le chemin de l'émancipation, chantier essentiel, etc., etc. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, il y avait Franck Lepage qui faisait un truc avec des morceaux de discours technocrates et tu pouvais les mettre dans un sens et dans un autre sens et puis voilà. Et là, tu as eu l'impression avec Elisabeth Borne à la tribune que c'était 1h30 de ça, les formules les plus convenues et les plus usées depuis 40 ans, on t'en offrait un condensé là. Alors je vois que les éditorialistes, ils sont subjugués par le discours d'Elisabeth Borne. D'abord parce qu'ils disaient qu'elle allait être tellement nulle que c'est un peu moins pire que ce qu'ils pensaient. Mais surtout, moi j'ai l'impression qu'elle est sous assistance respiratoire des éditorialistes là, tu vois. Faut qu'on la trouve formidable, c'est enthousiasmant, elle fait de la politique, c'est pas juste une techno. Bon, qu'importe. Pour moi c'est terrible tout ce truc-là. Pourquoi ? Parce que j'aime la langue, tu vois. J'aime la littérature, j'aime les orateurs, j'aime la rhétorique. J'aime quand ça sonne bien à l'oreille, j'aime les assonances, les allitérations, les images, les comparaisons, les métaphores. Tu vois, il y a un feu d'artifice dans la langue, même presque indépendamment du fond. Mais là, d'abord, t'as pas de fond, c'est creux. Et en plus, la forme. Et au fond, ils nous ont comme ça, par une forme chloroforme. C'est ce que j'ai le plus terrible à affronter, moi, à l'Assemblée nationale. C'est pas les refus, c'est ce truc-là, tu vois. Ça t'endort, ça te prend là. Et tu sens qu'ils sont en train de t'avoir comme de l'éther qu'on te fout sous le nez. Tu sais, on dit une langue de bois. Mais la langue de bois, t'as quelque chose, tu peux t'y heurter. En vérité, là, c'est une langue de coton. Et c'est comme ça qui t'asphyxie. Bon, et donc, il faut résister à ça. Alors, évidemment, il faut résister à ça en ayant à l'esprit, en essayant de déshabiller la forme creuse et d'en tirer la sève. C'est quoi la sève ? Revenir à ce qui est dit au fond, et ce qui est dit, c'est l'injustice bien habillée, tu vois, bien déguisée, avec des beaux ornements. Mais c'est une injustice immense. Qu'est-ce qu'elle vient dire Elisabeth Borne à la tribune ? Tu vois, ça c'est le challenge, parce qu'il ne faut pas dire challenge apparemment, c'est le challenge de ce matin. C'est que je suis fan, hein, je suis le premier promoteur des fortunes de France tous les ans du classement de challenge. Et donc, dès la une, c'est clair, pour la première fois, les 500 fortunes françaises dépassent 1000 milliards de dollars de patrimoine et ça représente une augmentation depuis 2010, donc en 12 ans, de 315%, c'est-à-dire multiplié par 4. Bon, est-ce que les salaires des Français, est-ce que les retraites, est-ce que les APL ont été multipliés par 4 pendant tout ce temps-là ? Pas du tout. Et ce qu'annonce Elisabeth Borne hier, c'est qu'il va y avoir 8 milliards d'euros. C'est presque le seul chiffre qui a sonné en milliards, je ne sais pas si tu as entendu. 8 milliards d'euros qui vont être consacrés à quoi ? À baisser les impôts productifs. Alors évidemment, quand on te dit qu'il s'agit de baisser les impôts productifs, il n'y a personne qui peut être contre. Parce que tu as envie que tout le monde soit improductif, qu'on n'ait plus d'usine, que ça bosse plus. Non, tu n'as pas envie de ça. Donc quand on te dit baisser les impôts productifs, tu es condamné à dire oui, je veux bien. Bon, et en fait, quand tu regardes les graphiques, tu vois que qui paye les deux impôts productifs ? La CFE et la CVAE. Alors déjà, il faut que je regarde ce que c'est que la CFE et la CVAE en vérité. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et la CVAE,
La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Quand tu regardes là, qui paye? Tu vois que ça grimpe. Les deux courbes, elles font comme ça. À la fois pour la CFE et pour la CVAE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui payent aujourd'hui des impôts productifs, ces deux impôts-là, ce sont les grosses boîtes qui font les firmes multinationales. C'est elles qui payent. Donc si on enlève ces impôts-là, qui est-ce qui va le plus en bénéficier? Ce n'est pas le boulanger du coin, c'est les gros. Dans un temps à l'injustice extrême où les gros se gavent comme jamais, alors je sais que je radote, Total, 5 milliards d'euros de bénéfices sur les 3 premiers mois de l'année. Le PDG de Total qui s'augmente de 52%. Les PDG du CAC 40 qui ont vu leur salaire doubler. Enfin, ils n'ont pas vu, ils ont agi pour qu'ils doublent l'an dernier. Tu sais, quand je répète ça ou quand je recommence, allez, comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, 10 000 euros pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, alors que Hayat, ma suppléante accompagnante d'enfants en situation de handicap, touche ça en un an. Quand je fais tout ça sur les milliards des uns, bon, on trouve lourd, quoi. Il embête le monde. On est supposé le savoir, que ça a été là depuis toute l'éternité, que la vie, elle est comme ça. Ben justement, je me sens un peu seul, nous nous sentons un peu seuls à répéter ça. Et pourtant, c'est ça qu'on doit marteler, comme étant quelque chose qui, certes, est inscrit dans le paysage désormais, mais c'est un paysage qui est profondément injuste. Et c'est ce paysage qui forme l'arrière-plan, tu vois, dans les médias, bon, c'est un peu comme ça, qu'il faut faire surgir au premier plan et montrer que l'injustice majeure, elle est là. Et si on arrive à replacer ça au cœur du débat, on repart sur une base de gauche parce que c'est la base du partage. C'est la base de, y a de l'argent, il y en a plein, donc maintenant il faut se demander comment on le répartit. Comment on le répartit pour que ça ne soit pas que des miettes en bas, pour les gens, pour les travailleurs. Parce qu'il faut citer Macron. Macron, quand il dit, c'est toujours à l'étranger qu'il fait ces belles déclarations. Tu dis, on aimerait bien avoir le même à la maison, là, comme pour les pâtes. Tu la connais pas cette pub-là, toi? Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ça te dit rien? C'est pour les raviolis, je crois. À l'extérieur, il fait son cacou de gauche pour l'écologie, pour la planète, pour l'égalité, pour la justice sociale, et ainsi de suite. Il rentre à la maison, Borne, elle dit pas un mot sur les profiteurs de guerre. Elle les nomme pas. Elle ne propose pas une taxe sur eux. Au contraire, ce qu'elle propose, c'est de leur faire un nouveau cadeau. Citons Macron aussi en bas. Il disait quoi pendant la crise du Covid? Il faudra se rappeler, et nous on s'en rappelle, que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et il ajoutait, en citant la Déclaration des droits de l'homme de 1789, « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. » Est-ce que tu crois que les 500 qui sont là-dedans, leur utilité sociale, elle est vraiment des milliers de fois supérieure à Hayat, qui s'occupe des enfants en situation de handicap, ou à une femme de ménage, ou aux gens qui bossent à l'hôpital. Enfin, tu vois, évidemment pas. Et pour eux, ça va être que des miettes. Là, tu sais, on a fait un appel Facebook. Là, je vais vous donner ma démarche et pourquoi on a passé beaucoup de temps dans cette salle, ici. On a lancé un appel Facebook sur les gens qui travaillent et qui peinent à vivre de leur salaire. On a eu en 48 heures 1239 témoignages. D'abord, je voudrais remercier les bénévoles Coralie, Manuel, David, Clotilde, Florent et puis Robin et Rémi qui ont lu tout ça, qui ont opéré une sélection. Puis après, il y a eu la sélection de la sélection que j'ai faite et on a procédé à des auditions. Comme je devine que la commission des affaires sociales macroniste, elle va juste auditionner le ministre, tu vois, donc quelqu'un qui doit avoir assez peu de soucis au niveau de son pouvoir d'achat, je ne pense pas que le 10 du mois, il soit à découvert. Bon, eh ben, on va leur dire d'auditionner des caristes, des manutentionnaires, tu vois. Et alors, par exemple, qui on a eu? Tu vois, on n'auditionne pas des experts, là. Enfin, quoique ce sont des experts de la vie sociale. Ils savent comment ils vivent, tu vois. Bertrand, qui est chef d'équipe dans une boîte qui fait quoi? En fait, avant qu'il y ait les brioches, Pasquier, les croissants, je ne dois pas citer de marque, mais tant pis, du pain dans les magasins, en fait, eux, ils fabriquent la poudre qui fait que quand ça arrive dans l'usine de pain ou de brioche, eh ben, il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau, mettre dans un moule, faire cuire, et hop, tu as la brioche qui sort, d'accord? Donc, lui, il est chef d'équipe de gens qui préparent ces poudres-là, qui versent des sacs de 25 kilos. Alors, il m'a dit, il y a des enzymes, il y a des trucs.
Ouais, c'est sûr que quand on dit le nom des produits, c'est pas toujours très appétissant. T'as quoi? Donc par exemple 3 litres de colorant, 1,2 kg d'acide, les enzymes, les arômes. Bon, voilà. Bon, il fait ça de nuit. Il est payé 1700 €. Et c'est parce qu'il fait de nuit, comme chef d'équipe, hein, c'est-à-dire comme contremaître déjà, qu'il est payé 1700 €. Et sa femme, elle travaille à l'hôpital, et est payée 1490 €. Mais il galère. Donc résultat, il fait quoi? En plus, il fait Uber. La nuit, quand il sort à 2 h du matin, il enchaîne, il fait chauffeur, tu vois. Et il dit, ça me fait des bons jours, enfin les bonnes nuits, ça me fait 100 €. Mais il dit, ben voilà, ma santé, elle en prend un coup. Je grossis, je perds mes cheveux, je sens que je suis fatigué tout le temps, j'ai des cernes. Bon. Et pourtant, là, tu as 2 salaires dans le ménage. Je lui demande, alors, vous partez où en vacances? Ben, il ne part pas en vacances. Il dit, ben non, on a calculé, on ne peut pas. Il y a le crédit sur la maison, on ne va pas s'en sortir. Et puis, on n'est pas parti l'année dernière non plus. J'ai calculé combien ça nous coûterait une semaine à Narbonne, ça ne va pas le faire. Un autre témoignage, tu vois, Stéphanie, elle est assistante de direction. Alors déjà, elle, ce qui ne va pas, c'est que ce qu'elle laisse de son salaire juste pour aller travailler. Parce que il y a évidemment, elle habite à 30 km de son boulot, donc elle en a pour 200 € d'essence par mois. Elle a 83 € de parking parce que c'est dans le centre-ville apparemment, elle a une assistante maternelle qui lui coûte 450 € sur lesquels il y a 90 € de remboursés par la CAF. Donc voilà, tu as déjà une bonne partie du salaire qui est directement bouffée par le fait d'aller bosser. Donc elle se demande, mais est-ce que je ne dois pas arrêter de bosser? Mais je pose la même question sur où est-ce qu'ils vont aller en vacances? Ben, elle dit non, il n'y a pas de vacances. Peut-être qu'on ira à Walligator. Ah, ça doit être un parc dans ce coin-là, tu vois. Ça doit être Walibi qui s'est transformé à Walligator. Mais on n'arrive plus à vivre de notre travail, nous dit. Et déjà, on se prive sur les fruits, sur tout ça. Donc les vacances, il n'y en est pas question. Et aux deux et à d'autres, tu vois, j'ai passé ma matinée. Alors moi, j'adore ça, tu vois, c'est mon côté journaliste. Évidemment, je préférerais avoir le temps d'aller voir les gens, d'être dans leur cuisine, de les accompagner au boulot et même qu'on ait une autorisation d'entrer sur leur lieu de travail et voilà, d'être dans le lieu et le milieu. Mais bon, je leur pose à tous les deux, est-ce que vous partiez en vacances avec vos parents à l'âge qu'ont vos enfants? Ils me disent, mais oui, bien sûr. Tous les ans, on partait. Alors, il y en a qui partaient dans les Vosges, il y en a qui partaient dans le sud de la France, il y en a qui partaient dans le Massif central, il y en a qui partaient, tu vois, mais sur les plages, bon. Mais tous, ils partaient en vacances, alors que bien souvent, dans la génération d'avant, ils disent, il n'y avait que le père qui travaillait, la mère, elle était mère au foyer, elle s'occupait des enfants parce qu'on était 5 dans la famille, tout ça. Donc avec un seul salaire, ils parvenaient à partir en vacances. Et là, même en tente, même au camping, à 2 salaires, c'est dur. Ce qui est exprimé là, par plein de témoignages, c'est pas seulement le fruit des 5% d'inflation de cette année. Évidemment, c'est la goutte d'eau, quoi. C'est le sentiment que ça y est, on est pris, là, ça va nous passer au-dessus du nez, on ne va plus réussir à respirer. Et là, pas seulement pour les gens pauvres, mais bien pour 2 salaires à 1600, 1700 €. C'est une personne à une raiderie qui m'explique qu'elle travaille dans l'import-export, 1700 € à peu près, son mari pareil, mais qu'elle se demande comment sa fille va pouvoir aller à l'université parce qu'il n'y a pas de voiture, il y a 1h30 de car, bus pour y aller, et il n'y aura pas de quoi payer le permis, puis la voiture, qu'il faudra qu'elle prenne la gamelle parce qu'elle ne pourra pas payer un sandwich tous les jours, enfin bon, et qu'il n'y aura pas de fraises parce que les fraises, même chez Lidl, c'est devenu trop cher. Ça, ce n'est pas le fruit juste des 5% d'inflation de cette année. C'est le fruit de 4 décennies de modération salariale. Tu vois, ça a été l'expression usagée par le patronat et le gouvernement. Il faut de la modération salariale parce qu'il y a la nécessité d'une compétitivité et donc à partir de ce moment-là, il faut écraser les salaires. C'est un gars qui travaille chez Renault et qui me dit moi quand je suis rentré, donc j'ai fait les comparaisons avec le SMIC de l'époque. En 2005, il est rentré à 40% au-dessus du SMIC. Tu vois. Et là, un de ses collègues, il est rentré à 7% au-dessus du SMIC. Donc c'est un écrasement des salaires. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour le projet de loi pouvoir d'achat et pour faire qu'il y ait autre chose que des miettes du gigantesque gâteau
qui se trouve ici, ça c'est un gigantesque gâteau très appétissant qui se trouve là, qui soit réparti pour que simplement les Français qui travaillent vivent correctement de leur salaire. Tu vois, le principe révolutionnaire que je pose sur la table, quoi. Le truc clé, vous le savez, que je souhaite, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a une inflation de 5%, les salaires, automatiquement, ils augmentent de 5%. Ça existait en France jusqu'en 1982, ça s'appelait l'échelle mobile des salaires. Et il se trouve qu'en 82, les socialistes, ils ont décidé de couper ce lien automatique entre inflation et salaire. En très peu de temps, 5-6 ans, il y a eu un basculement d'à peu près 10%, en vérité 9,3% si je veux être exact, 9,3% de la valeur ajoutée qui a glissé du travail, des salaires, vers le capital, les dividendes. Et ça s'est fait super vite. Donc évidemment, je crois que l'indexation des salaires sur l'inflation peut être un moyen, en tout cas qui doit être discuté, de faire rentrer un peu le fauve dans sa cage, ou du moins d'y mettre des barreaux. Donc, toute une série sur l'indexation des salaires sur l'inflation, une série sur le respect du travail, parce que vous savez, ils ont le travail à la bouche. Mais attendez, le travail, c'est le droit au repos aussi. Hein. Quand Bertrand il dit qu'il enchaîne le boulot à l'usine jusqu'à 2h du matin et ensuite qu'il fait VTC, c'est pas ça le respect du travail. Le respect du travail, c'est-à-dire que tu as un boulot, tu n'en as pas deux, tu vas pouvoir vivre de ton boulot et tu ne dois pas te crever au boulot. Bon, alors on a quelques trucs. Hein. Surtaxation des horaires tôt le matin et tard le soir pour les femmes de ménage. Tu sais, c'est pour contraindre que les bureaux, les usines et un peu tout soient nettoyés en journée et que les femmes de ménage n'aient pas à se lever à 4h du matin. Bon, sur les salariés de la sous-traitance, sur le minimum de rémunération dans l'intérim et l'équivalent d'une journée de travail. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, moi, à faire journaliste, il y a 23 ans, en 99, un intérimaire qu'on embauchait pour vider un camion, tu vois, il était payé toute sa journée, peu importe le temps que ça dure. Et puis ensuite, ça a été, quand il vient, il est payé une demi-journée. Et maintenant, quand le gars vient pour décharger un camion que ça dure 1 heure, il est payé 1 heure. Ben non, on le dérange et machin, il vient pour 1 heure, même si ça vient pour 1 heure, on lui paye sa journée. Bon, c'est pire que le travail des tâcherons en place de grève. Tu sais, quand on recrutait les gens au 19e siècle, les gars qui traînaient à Paris, pour les embaucher, ils étaient sur la place de grève et puis les patrons, ils passaient et puis ils disaient « toi je te prends pour la journée, tac, 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 tac ». Mais là, on est revenu à un truc qui est pire que ça, avec embaucher des gens pour 1 heure, c'est vraiment se ficher d'eux, quoi. J'ai évidemment quelque chose, l'indexation du point d'indice des fonctionnaires sur l'inflation. Ce qu'on fait pour le privé, on le fait pour le public, tout simplement. On a des choses sur les prestations sociales, les bourses étudiantes, le barème kilométrique, les dépenses contraintes des ménages, taxer les profiteurs de guerre, évidemment. On a des trucs un peu plus provocateurs. Indexer les salaires sur les rémunérations des PDG du CAC 40, tu vois. Non plus seulement sur l'inflation, mais sur l'inflation de leur salaire à eux. Fixer les indemnités des ministres au salaire moyen, ça les stimulerait sans doute pour augmenter le salaire moyen, enfin des choses comme ça. Donc tout ça, vous dire comment se fait le travail parlementaire, c'est hyper rapide, puisqu'on vient juste d'avoir le projet de loi, là, on doit rendre les amendements rédigés avant samedi soir, et lundi, ils seront examinés en commission. Donc c'est du super rapide. Toute notre bagarre, pas facile, c'est de mettre dans l'actualité des sujets qui n'y sont pas naturellement. Tu vois, les profiteurs de guerre, les plus de 1000 milliards des grandes fortunes. Bon, tout ça, ça appartient au paysage. Les journalistes, ils ne t'invitent pas pour en parler. Donc, il faut trouver un biais pour aller glisser ton truc. Là, quelque chose qui ne rentre pas dans l'actualité, et pourtant, c'est déterminant. C'est là un accord de libre-échange qui va être signé entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Pourquoi je dis que c'est la clé de voûte? Parce que quand on parle de modération salariale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 40 ans, avec la mondialisation, on dit aux ouvriers, aux employés, aux gens d'en bas, regardez encore plus bas et regardez vers l'Est. Regardez en Roumanie, regardez en Inde, regardez en Chine, on va trouver moins cher. Et de l'autre côté, tu as les PDG qui, eux, regardent en haut, même s'ils sont déjà en haut, et regardent vers l'ouest. Et ils disent, le patron de Total, il dit, mais regardez combien est payé le patron d'Exxon. C'est vraiment pas, je suis vraiment pas au point, quoi.
Alors vous voyez, je vous l'ai fait en mode vulgarisé, mais ça a un nom, c'est un théorème qui s'appelle Schlecker-Holin, ou je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais enfin en gros, et qui dit qu'à l'ouverture des économies répond une inégalisation interne. C'est-à-dire, plus tu ouvres une économie, plus à l'intérieur de ce pays, eh ben, ça va se tendre aux deux pôles. Et c'est ce à quoi on assiste. Et là, il y a quoi dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande? Alors, toujours, puisque je citais Macron tout à l'heure, je me remets une couche de Macron, tu vois. J'aime bien me garder quelques petits moments où, subrepticement, Macron ou a un petit rot de gauche, tu vois, et te dit déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Et là, il parle de la folie de la mondialisation. Sarkozy avait déjà dit ça, mais aucun des deux n'en a tiré la moindre conséquence. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui a été accepté, tu vois, le dernier jour de la présidence française de l'Union européenne? Donc, c'était vraiment une volonté. Macron, il avait dit qu'il était pour il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la possibilité, j'ai regardé quelle était la distance entre la Nouvelle-Zélande et nous, il y a 19 647 km, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir du lait, il va y avoir des fromages, il va y avoir des viandes de mouton, il va y avoir des viandes de bœuf qui vont faire 19 643 km entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne. Quel est le sens de ça? Quel est le sens de ce grand déménagement du monde? Et évidemment, avec la mise en concurrence, alors la Picardie s'est déjà pris dans la figure la mise en concurrence de l'industrie. Tout est parti à l'est, Slovaquie, Roumanie, Pologne, mais évidemment encore plus à l'est sur le textile, Inde, Chine. Mais là, c'est la délocalisation de l'agriculture. Déjà, les vaches laitières s'étaient fait emplafonner par la fin des quotas de l'Union européenne. Et là, boum, après le CETA, après plein d'autres trucs, c'est la Nouvelle-Zélande. Comment c'est produit là-bas? En Nouvelle-Zélande, tu as le droit à l'atrazine. Alors, moi, j'ai vu un reportage sur l'atrazine. C'est un truc, un produit pesticide cancérigène et qui rentre dans les rivières. Et 20 ans après, même si ça a été interdit en France depuis 2003, t'en as encore, quoi. Bon, là-bas, c'est autorisé. Il y a un autre truc qui s'appelle le diflubenzuron qui vient d'être interdit en Union européenne en 2021, mais là-bas, il y en a encore dans l'élevage ovin. Ils utilisent à fond des tourteaux de palme. Ça veut dire que, notamment, les forêts d'Asie du Sud-Est, elles sont déforestées parce qu'on produit ces tourteaux de palme pour alimenter les vaches laitières. Il n'y a pas de réglementation là-bas sur la durée du transport des animaux. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue dans la même logique qui est un dumping environnemental, social, fiscal, et on laisse les firmes faire de la planète un grand supermarché où elles viennent piocher les réglementations qui leur conviennent le mieux et qui sont en vérité les plus faibles. Alors bon, moi, ce qu'on a demandé avec Damien Maudet, qui est mon ancien collab, qui est maintenant devenu député du Limousin, c'est pas du Limousin, c'est de la Haute-Vienne, hein, mais bon, il ne m'en voudra pas. C'est qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale là-dessus. Moi, je vous souhaiterais même un référendum. Je voudrais qu'on ait un référendum sur est-ce qu'on veut continuer dans la même direction? Est-ce qu'on veut continuer avec ces traités de libre-échange? Est-ce qu'on veut continuer avec cette mondialisation qui ne nous rend pas heureux? Bon, mais au moins qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, et il y a des députés, y compris de droite, du PS, des communistes, les insoumis évidemment, Richard Ramos pour le MoDem, tu en as toujours Richard Ramos, des Libertés et Territoires, il y a à peu près tous les groupes qui ont des signataires pour dire oui, il doit y avoir un débat à l'Assemblée nationale sur cet accord avec la Nouvelle-Zélande. Mais tu vois, c'est la lutte pour nous de faire rentrer quelque chose qui nous paraît important, non seulement à l'Assemblée, on s'en fiche un peu, mais le faire rentrer comme un sujet de l'actualité, le faire rentrer comme quelque chose qui ne va pas de soi. Et ça, c'est la pire des batailles. Une fois qu'on a réussi à poser le sujet, on est pour et on est contre, on se bagarre et ainsi de suite, mais la plus grosse des batailles, c'est de faire rentrer ça, tchac, dans l'actualité. Sachant que, pour moi, je disais déjà il y a 20 ans, l'actualité n'existe pas. C'est le bruit des vagues en surface. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité, c'est-à-dire le mouvement des plaques tectoniques en profondeur. Mais maintenant qu'on est dans le jeu médiatico-politique,
eh ben, l'objectif, c'est de faire rentrer des tranches de réalité dans l'actualité. Ben, c'est le cas, ce qu'on essaye de faire avec les témoignages de Stéphanie, de Bertrand, je l'ai dit, plus de 1000 autres qui nous ont envoyé ça, tous ceux que j'ai rencontrés pendant ma campagne, et puis aussi des éleveurs d'ici et de Nouvelle-Zélande. Bon, oh putain, je vais rater mon train. C'est grave. Bon, d'accord. Je laisse tomber parce que je vais rater mon train. Sinon, j'avais la biographie. Putain, je peux pas. Allez, je peux pas, il faut que j'aille prendre mon train. Il doit être à 16h04 et là, je suis cuit, je crois. Je range mes papiers en très grande vitesse. Tant pis, j'avais la biographie de Tanguy Prigent, qui est parce que je me dis, bon voilà, si un jour je deviens ministre, là c'est un ministre de l'Agriculture, parce que je disais aux agriculteurs de mon coin qui ne sont pas de gauche, je le sais bien, au fond, la gauche quand même, les grandes lois agricoles, ça a été sous le Front populaire, ça a été les coopératives, et ça a été les lois sur le fermage à la libération, donc mises en place par un ministre socialiste qui s'appelait Tanguy Prigent, dont je suis en train de parcourir la biographie. Voilà. Et j'avais aussi Mr. Smith au Sénat, le film de Capra, avec un mec qui défend, c'est pas des amendements, mais son beefsteak dans le Sénat américain, qui arrive un petit peu par hasard et qui lâche pas l'affaire, dans une forme un peu cristo-parlementaire qui finit sans et eau par être un espèce de crucifié de la politique. Bon, enfin, et ça, je pense que c'est un film que je recommande à tous les néo-députés, qu'ils soient insoumis ou qu'ils soient des autres bancs, sur, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire se bagarrer dans une enceinte comme la nôtre. Je suis sûr que je vais rater mon train.